Mesdames et messieurs, bonjour, sinon bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez. Entretien avec aujourd'hui doit recevoir un de nos collègues, Monsieur Essiane, qui doit se présenter d'ailleurs. Il sort droit du Cameroun. Il est venu rester à Brazzaville. Et donc, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Les combien de mortels voulaient quand même vous connaître? Ben, me voici devant vous. Je ne suis pas un fantôme. J'existe. Et vous êtes donc, monsieur? Fabien Essiane. Fabien Essiane, Oui. arrivé au Congo en juin dernier, je pense bien. Non, je suis arrivé ici le 3 juin. Oui, juin dernier. Oui, juin dernier. Juin dernier, que vous êtes arrivé au Congo. On peut savoir réellement, monsieur Fabien, vient faire quoi au Congo? Ah ben, c'est simple, je viens travailler. Bon, la première des choses, c'est que je ne sors pas du Cameroun, je sors de Guinée équatoriale, où j'étais correspondant et la rédaction à Paris a décidé que je vienne au Congo. Donc, j'ai présenté mes lettres qui m'accréditent ici auprès des autorités compétentes, le ministère de la Communication qui m'a reçu, le ministère des Sports et puis les fédérations que j'apprends à connaître au jour le jour. Donc, je suis venu travailler, je suis venu couvrir l'actualité sportive dans toute sa diversité au Congo-Brazzaville. Et de temps en temps, un peu de culture, fait de société. Parce qu'il y a Loïcia Martial qui est là, il fait de la politique, donc je viens en ajout à Loïcia Martial. Donc voilà, je suis là pour travailler. Vous êtes là pour travailler. Alors, très chers téléspectateurs, monsieur Fabien vient pour travailler. Il est donc correspondant des RFI au Congo. Mais alors, correspondant des RFI au Congo, ça veut tout dire, hein? Dites-nous un peu depuis votre arrivée, monsieur Fabien, qu'est-ce que vous avez trouvé au Congo? Surtout que vous arrivez au moment où le Congo a maintenant 63 ans d'existence. Bon, je découvre le Congo, c'est un pays dans lequel je n'avais jamais mis mes pieds. J'entendais parler du Congo à partir de Mouloudou, où j'ai fait des reportages dans les camps de réfugiés à l'est du Cameroun. C'est la partie qui est frontalière au Congo. Je n'y avais jamais mis mes pieds, c'est ma première fois. Je découvre un pays et j'apprends à connaître les Congolais. Le seul petit X, c'est que je constate que le coût de vie il est 4 fois plus cher qu'au Cameroun. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment extrêmement cher ici. Donc, il faut apprendre, il faut s'adapter à cette condition de vie, apprendre à connaître les Congolais, leurs humains. On apprend à l'école de journalisme que lorsque vous allez dans un pays nouveau, pour comprendre ce pays, il faut lire la presse. Donc, la presse reflète l'image du pays. Donc, quand j'ai lu les presses congolaises, la presse congolaise, j'avais une idée de ce que c'est que le Congo. Donc, tout ce que la presse reflète, c'est ce que c'est que la société congolaise. Oui. Venons-en un peu à cette presse. Quelle lecture vous faites-vous alors de cette presse congolaise? Bon, c'est une presse comme toute autre. Hein. Elle fait ses premiers pas, elle apprend à se faire connaître auprès des lecteurs, à se donner une notoriété. Donc, les journalistes font ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas toujours facile, mais ils font le maximum qu'ils peuvent. C'est une presse qui, bon, comme tous les pays que je fréquente, hein, c'est une presse libre, hein, entre guillemets, mais bon, elle est libre, puisque les gens écrivent. Vous dites entre guillemets, ça oui, veut parce qu'ils ne sont quoi? pas libres de dire tout ce qu'ils veulent. Hein. Quand même, dans tous les pays du monde, on ne va pas dire tout ce qu'on veut. Par exemple, il y a des choses qu'on interdit de dire, et ce n'est pas une propriété du Congo. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des limites auxquelles le journaliste ne doit pas arriver, ne doit pas franchir. Et c'est normal, hein. C'est la loi. C'est la loi. Ouais. On a dit là que vous êtes arrivé il y a de cela 2, sinon 3 mois. Et comment vous avez fait votre imprégnation ou encore intégration dans cette atmosphère du Congo? L'intégration, comment vous l'avez fait? Bon, non, comme tout pays, comme je le fais dans tous les pays que je fréquente. J'ai été en Namibie, j'ai été au Rwanda, j'ai été en Guinée équatoriale, au Cameroun. Donc, c'est la même intégration. J'arrive, je contacte les gens, je vais au contact des gens, je me fais connaître. Et j'observe la façon dont les gens vivent, essayer de m'adapter à leur vie. Il faut beaucoup observer. Hein. On n'arrive pas dans une société où on commence à imposer sa façon de vivre. C'est de voir comment les Congolais vivent. Hein. Et essayer d'imiter comment ils font. Et avec le temps, s'adapter.
Et moi, ça va. Je n'ai aucun problème. D'ailleurs, je marche beaucoup. Hein. Je suis certain que je connais les ruelles que vous ne connaissez pas. Oui, c'est vrai ça. Parce que j'utilise un GPS qui est installé dans mon téléphone. Quand je marche, la dernière fois, j'ai décidé de chez moi de partir de la maison pour le pont du Djoué, oui. À pied. À pied. Alors, j'ai pris le GPS, lorsque vous indiquez bien que vous allez à pied, vous montre des raccourcis. Il y avait une ruelle qui apparemment avait une clôture. Oui. Et le GPS me disait non, ça passe. Je dis, mais moi, je vois la clôture. Je m'avance, le GPS insiste. Et je me rends compte qu'à côté de la ruelle, il y a un petit passage. Que le GPS m'indique que c'est ce passage. Et ce passage aboutissait à la rue principale. À la rue principale. Quand je vous dis que vous n'avez jamais passé là-bas, je suis certain. Vous, c'est toujours en taxi, en bus. Mais vous ne connaissez pas les petits ruelles, comme moi je connais déjà. Hein. Est-ce que tu sais qu'un sportif, c'est celui-là qui marche également comme oui, en principe, oui. Mais bon, je marche beaucoup pour connaître la ville en profondeur parce que pour mieux connaître la ville, ce n'est pas dans les véhicules, ce n'est pas d'être. Et puis, se connaître aussi le Congolais d'en bas et d'en haut. Parce que le journaliste, oui, je peux être avec un ministre aujourd'hui, mais demain, je dois être avec une vendeuse de beignets. De beignets, oui. Avec un jeune homme qui fouille les poubelles pour ramasser la ferraille, pour aller vendre. C'est tout ça qui fait la diversité du pays. Donc, c'est normal que je connaisse toutes ces personnes. Alors, arrivé nouvellement au Congo, et dans cette atmosphère ou encore dans ce Congo que tu es arrivé à Brazzaville, vous êtes un média, vous travaillez dans un média qui est aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, qui est, entre guillemets, qui n'est pas accepté, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a eu certaines quiproquos, des accrochages. Est-ce que vous n'avez pas peur de venir au Congo et vous implanter au Congo pour travailler dans ce média-là qui n'est pas, entre guillemets, la bienvenue? Bon, c'est une généralité africaine. Hein? Dans tous les pays africains, on dit « Ah, RFI est là pour déstabiliser, raconter des histoires. » Mais il n'y a jamais eu de procès, ce qui est curieux. Je n'ai jamais vu un procès où on intente un procès à RFI pour dire mauvaise information, fausse information. Pourquoi on bavarde? Mais faites des procès pour démontrer qu'effectivement, ce que nous avons dit est faux. Parce que lorsque nous disons, nous avons un critère, c'est que RFI ne recrute pas des journalistes formés dans la rue. RFI recrute des journalistes formés dans des écoles de formation. Ça veut dire qu'à l'école de formation, on nous apprend à recouper une information et à la confronter. Donc, lorsque moi je donne une information, j'ai eu le temps de vérifier et de confronter. Ça veut dire que lorsque je donne une information, elle est inattaquable. Donc, pour que vous me critiquiez d'avoir donné une mention, il faudrait que vous soyez prêts. Parce que lorsque vous m'amenez peut-être en procès, vous dites j'ai fait un mauvais procès, j'ai raconté les histoires, ben moi je vous sors mes preuves, je vous les montre. Et comme vous, et si ces preuves vous incriminent, ben là, le public qui écoute va vous détester plus. Donc, et puis l'objectif des journalistes de RFI en particulier, ce n'est pas de parler mal des pays ou de dire du n'importe quoi. Non, le rôle d'un média, d'un médium, c'est de dire ce qu'il voit. Ce qu'il entend. Il vérifie ses informations. Donc, quand vous dites que RFI n'est pas la bienvenue dans le pays, c'est normal parce que les pays où j'avais en Afrique de l'Ouest, j'avais cité l'Afrique de l'Ouest. Comment voulez-vous qu'un pays en Afrique de l'Ouest, peut-être au Mali, où un journaliste de RFI qui est libre de dire ce qu'il veut, enfin, ce qu'il doit dire en respectant les canons journalistiques, mais que le régime en place ne veut pas, c'est normal qu'il soit un problème parce que il va dire la vérité. C'est-à-dire, on n'aime pas la vérité, en fait. L'être humain n'aime pas la vérité. L'être humain aime le mensonge. Lorsque vous dites... Et pourtant, lorsque vous dites la vérité à quelqu'un, c'est que vous l'aimez. Celui qui vous manque ne vous aime pas. Parce qu'il veut vous voir tomber dans un trou. Mais par contre, celui qui vous aime vous dit la vérité. Dans votre famille, dans votre maison, est-ce que vous, quand vous êtes avec votre épouse ou votre enfant, vous allez mentir à votre épouse ou à votre enfant? Non. Parce que vous voulez le bien de cet enfant. Vous lui dites la vérité, quitte à ce que cette vérité le blesse ou la blesse. Parce que vous estimez que cette vérité va conduire à son bonheur. Mais si vous passez votre temps à caresser dans le sens du poil parce que vous voulez vous donner une belle image et vous savez bien que ça va conduire à sa chute, ça veut dire que vous-même vous détestez cette personne. Et ça qui n'est pas bien. Donc, hostilité ici, je n'ai aucune peur parce que je ne suis pas là pour être l'ennemi du Congo. Non, au contraire. Et je le disais aux autorités que j'ai rencontrées, que je suis venu
accompagner le Congo. Aucun pays n'est parfait. Donc, je suis venu, je fais du sport, hein, c'est-à-dire je suis venu accompagner le Congo dans ses initiatives. Si ça peut participer à redorer le blason du football, à faire booster le football, moi, je serais content quand je partirai. Parce qu'en termes de peur, j'ai travaillé en Guinée équatoriale quand même. Hein. Lorsque vous savez, la Guinée équatoriale, dans le classement de Reporters sans frontières, ce pays n'est jamais loin de la Corée du Nord en termes de liberté de la presse. Moi, j'y ai fait, j'étais le seul journaliste étranger qui a travaillé pendant plus de 4 ans. Je n'ai jamais eu une moindre critique. Et j'ai d'ailleurs été reçu par le chef d'État Obiang Mamba Zogo, et qui a été très content de moi, du travail. Ça veut dire que j'ai fait du bon travail. Et je n'ai pas été un journaliste qui est parti louer, chanter les louanges de quelqu'un. Non, je n'ai fait que mon travail. Ce n'est que ça, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour insulter les gouvernements en place, ni critiquer leur politique, leur façon de faire. Non, je suis là pour informer. Et pour le rôle de la radio aussi, c'est de divertir, de rendre des gens heureux. Je suis content quand je marche dans la rue, on dit « Ah, c'est le constat RFI, là, tu vis des sports, ce gars-là est bien. » C'est pas bien que vous arrivez dans la rue, on vous dit « Ah, lui là, c'est un gars vraiment, si on peut vous donner un coup de poing, on est prêt à vous donner un coup de poing, c'est qu'il y a un problème. » Il y a un problème. Non, et ça veut dire, et vous voyez donc, depuis que je suis là, tout se passe bien. Hein. D'ailleurs, tous mes reporters sont épillés, bien suivis ici, et j'ai fait le... Et puis, quand je traite d'un sujet sensible, je confonds les deux parties. Si c'est un sujet qui vient du public et que ça incrimine peut-être le gouvernement, je confonds les deux parties, chacun a la parole. Ça fait qu'on a les deux parties. Et on a un équilibre dans la gestion de l'information. Donc, il est difficile. Ce n'est pas le genre où tu vas interviewer des gens qui critiquent, alors tu laisses le gouvernement, non. Ça veut dire que tu es un problème. Tu veux créer une dynamique. C'est pas notre objectif. Donc, vous êtes arrivé également au moment où on était en train de festoyer les 63 ans. Et en ce temps, il y a eu même des activités sportives. En l'occurrence, le semi-marathon international de Brazzaville et également la Coupe du Congo. Mais dites-nous un peu, comment vous avez trouvé l'organisation de ces activités sportives? Bon, d'entrée de jeu d'ailleurs. Pour le semi-marathon, il y a encore des petites choses à améliorer. Par exemple, l'organisation, il y avait un peu comme s'il y avait une sorte de précipitation, comme si les choses se faisaient au dernier moment, comme si on n'a pas bien préparé ça avant. Donc, il y a encore une bonne amélioration pour que... et parfois même, il y avait des inscriptions qui se faisaient le jour du marathon. Ouais, quand c'est international, ça ne fait pas très sérieux. Quand vous voulez un marathon international, j'ai suggéré ça aux organisateurs, je leur ai dit ceci va permettre d'améliorer la prochaine édition. Même si ça fait la 18e édition. 18e édition, oui. Que, bon, la prochaine édition, ça permettra d'améliorer. Ça veut dire que lorsque vous déciderez que les inscriptions s'arrêtent tel jour, tout le monde qui vient après ne doit plus être inscrit. Qui qu'il soit. Il faut déjà commencer par respecter ça. Il ne faut pas, peut-être, on dit les inscriptions s'arrêtent le 2, et puis quelqu'un vient le 3 pour dire non, moi je suis tel, je dois. Ça fausse tout, et puis ça remet les choses en question, et c'est compliqué. Et quand ces petits éléments sont respectés, ça fait la crédibilité du semi-marathon, et ça fait que le semi-marathon sera reconnu à l'international. Là, c'est un semi-marathon international, parce qu'on voit des athlètes, des coureurs qui viennent de l'étranger. Mais en termes de critères, quoi on appelle ça, en termes... logistique. Bon, pas seulement logistique, il y a tout. Les critères, l'organisation, ce n'est pas vraiment encore ça. D'ailleurs, je peux mettre ma main au feu que si quelqu'un peut me donner, comparaître, me dire si le record a déjà été battu en 18 organisations, en 18 semi-marathons, personne ne va me le dire, je suis certain. Si le record a été battu, quel était le premier record? Est-ce qu'il y a une cellule qui s'occupe rien que de recenser les records? Parce que tout commence déjà de là. J'ai essayé de poser ces questions à certaines personnes, à certains membres du comité d'organisation, mais j'avais du mal à avoir des réponses. Donc là, moi j'ai dit, OK, on m'a dit d'aller aux archives de la Fédération d'athlétisme. Je vais y aller, mais bon, avec une petite pinte enfin, pas très certain que je vais trouver des références sur le temps. Mon idée à moi, c'était de voir
j'avais le record africain du semi-marathon. C'est pas un record, j'avais le record africain. Et je m'étais dit, et si le record africain était battu à Brazzaville, étant donné que c'est un Kenyan, ça peut bien se battre. Geoffrey Kipchoge pouvait bien battre ce record. Mais je n'avais aucune référence sur les records congolais. Alors, entre la première édition et la 18e, quels sont les différents records qui ont été établis pour que je compare si le record du semi-marathon lui-même a déjà été battu, si le record du semi-marathon congolais a déjà été battu, et voir maintenant si au niveau africain, ça tend vers le changement de ces records-là. Non, je n'ai aucun élément. Donc, tu parles déjà de là. Il faut les gens servir d'archivage bien établi, c'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un recense tous les records établis depuis la première édition. Et il y a aussi l'inscription. Le président du comité d'organisation, M. Ibata d'abord, avait dit ça à la conférence de presse que les éditions à venir, je crois qu'il y aura des critères pour ceux qui voudront participer à ce semi-marathon. Ça va plus être tout le monde qui veut, sinon ça c'est la marmasse, ça devient le fourre-tout, on ne sait pas qui est qui, les gens courent, ça va partir. C'est vrai, c'est une fête populaire, mais si on veut la rendre vraiment internationale, sérieux, le sérieux commence par là. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, mais il faudrait que la personne remplisse les critères pour pouvoir participer à ce semi-marathon. Donc, il y a encore des petites choses à améliorer là. Même au niveau de la communication, il y a encore des petites choses à améliorer. Au niveau de la communication, parlons-en un peu. Comment vous vous êtes senti au boulevard? Est-ce que vous avez eu la primeur d'avoir les interviews? C'était difficile parce que l'aspect sécuritaire a été un problème. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, je suis accrédité, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je veux réaliser une interview, un monsieur vient là et me dit que la sécurité, il ne faudrait pas. Je dis, le badge qui est donc accroché à moi me sert à quoi? Vous savez, ça frustre. Ça frustre quand vous vous dites... Parce que pour être accrédité, c'est la maison de la presse qui propose le nom. Ça veut dire que la maison de la presse n'accrédite pas n'importe qui. Et c'est que tout le monde que j'envoie, tous les noms que j'envoie au service de communication de la présidence de la République sont des gens crédibles. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont aller foutre le bordel, déranger. Donc, c'était un petit frein. Donc, je crois que quand on est accrédité, on doit pouvoir travailler en toute liberté. C'est un peu compliqué. Bon, je comprends, l'aspect sécuritaire est important parce que la situation, le contexte international fait que tout le monde est méfiant. On ne sait pas qui est qui, même si la personne est crédible, on ne sait pas d'où ça peut venir. Donc, je comprends, mais en même temps, il faudrait aussi qu'on l'organise. C'est-à-dire, il vaut même mieux si à une édition, la prochaine édition par exemple, on l'organise de telle sorte que lorsque le marathon est fini, on dirige tous les athlètes interviewables quelque part et les journalistes vont là-bas se débrouiller, chacun essaie de voir comment il peut poser ses questions, parce que quand le marathon finit comme la dernière fois, c'est un fourre-tout, on ne sait pas, tu peux aller interviewer, en même temps il faut attendre qu'on donne les médailles. Donc, si on finit un peu comme on fait au football, il y a les zones mixtes, on dirige tous les athlètes, on dit bon, les 3 premiers, allez-y, les 3 premiers internationaux, les 3 premiers congolais. Maintenant, que même dans la foule, celui qui veut... Maintenant, à part ces 3-là, qui sont les meilleurs qu'on dirige maintenant, si quelqu'un va avoir le 100e dans la foule, il peut aller interviewer. On a eu par exemple le plus ancien, le vétéran. Ah oui, j'ai vu ce monsieur-là. Ce monsieur-là pouvait avoir quand même accès à une interview. Oui, les gens pouvaient l'interviewer. Bon, moi, ce n'était pas mon objectif. Et alors, au football, vous avez vu le match Diable Noir à Soto. Comment avez-vous senti ce match? Comment vous l'avez apprécié? Non, c'était un bon match. C'était un bon match. C'est une équipe locale. C'est-à-dire que ça montre que si on y met l'accent vraiment sur le football local congolais, ça peut faire des résultats. C'était un bon match. Vraiment, le football qui a été déployé ce jour-là a fait un peu... Le stade était plein. Le stade était plein comme un neuf, comme j'ai toujours l'habitude. Comme un neuf, voilà. C'était un bon match. Ça donne une idée de ce que sera la Ligue des Champions quand Otto va recevoir les Soudanais après-demain. Le mois, voilà, au début de la semaine prochaine, là. Ça donne une image. Il y a quand même un niveau est acceptable. Le niveau est bon. D'avoir des équipes congolaises, avec que là, c'est Léopard a remporté la Champions League. Ça veut dire qu'il y a le niveau est bon. Alors, vous avez donc eu cette chance-là de voir les matchs.
de voir le semi-marathon. Vous avez donné votre point Pourquoi de chance? Dites-moi, pourquoi chance? Mais la chance, parce que vous arrivez au moment où c'était la joyauté. En fait, vous rentrez à pic même dans... C'est juste que ça a coïncidé avec mon arrivée. Mais voilà, donc ça, c'est une chance. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'origine du nom Cameroun. Je suis camerounais. Hein, le nom Cameroun, c'est une petite anecdote. En 1472, lorsque les Portugais arrivent en juin, au mois de juin, sur la baie de Douala, dans le Vouri, au moment où ils arrivent, il y a une sorte de crevette qu'on appelle l'embéatou en langue locale, dont le nom scientifique c'est Calenassa tunerana white. C'est les crevettes, puisque le Vouri se jette dans la mer, ces crevettes viennent une fois par an au mois de juin mettre bas dans le fleuve et repartir. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Vouri est riche en crevettes. Les Portugais, quand ils sont arrivés en juin, leur arrivée a coïncidé avec l'arrivée des crevettes. Ils ont pensé que ces rivières étaient riches en crevettes. Ils ont dit Rio dos Camaroes, l'arrivée des crevettes. Oh, c'est pas l'arrivée des crevettes. Donc, c'est une anecdote pour dire si vous allez au Vouri, vous ne verrez aucune crevette à moins que ce soit au mois de juin. Mais donc, c'est pas ce qui dit que. C'est une coïncidence. Mon arrivée a coïncidé avec ces fêtes-là. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Okay. C'est la providence. C'est la providence. Voilà. Le Congo, un pays d'accueil. Également, ces médias. Et c'est le pays de Mokele Mbembe. Vous connaissez Mokele Mbembe? Oui. Mokele Mbembe, c'est quoi? Le Mokele Mbembe, c'est un animal qui a une queue, qui peut te prendre par la queue. Voilà. C'est une sorte de dinosaure, animal aquatique qu'on a découvert dans la partie nord. Oui, il semble qu'il réside ici, dans les eaux congolaises. Dans les eaux congolaises. Donc, je disais, le Congo. C'est la ville. Brazzaville, c'est la ville de. L'île du diable. Vous connaissez l'île du diable? Bon. Il ne connaît pas l'île du diable. Il est à Brazzaville. Ok. Le Congo, un pays d'accueil. L'île du diable, c'est là, à côté du port du Également, ces médias en témoignent. C'est comme First Media qu'aujourd'hui, qui vous reçoit dans ces locaux. Quelles sont vos impressions? Bon, c'est le premier médium dans lequel j'entre. J'accède, je ne suis pas encore entré dans les autres médiums, dans les autres médias. Bon, le journalisme s'implante petit à petit. Ce n'est pas facile, mais il s'implante. C'est des maisons de presse qui sont amenées à grandir. À force d'insister, vous finirez par devenir grand. Parce qu'on ne commence pas grand, on commence par quelque chose, on grandit au fur et à mesure. Donc bref, c'est encourageant quand même, c'est encourageant parce qu'il y a l'audace. Parce que le premier critère du journalisme, c'est l'audace. Il faut oser, et là vous osez, c'est très bien. Alors, parlons maintenant, cette fois-ci, des exigences du métier. Vous êtes donc, comme je venais de le dire, un organe qui a peut-être l'anti-français. Est-ce que vous, en tant que correspondant de RFI au Congo, vous n'aurez pas quelque chose qui va vous dire « Ah, j'ai peut-être peur, je ne peux pas peut-être dénoncer, attends, Non. On n'a pas ça. Un RFI, on est libre de dire, on est libre de traiter nos informations, à condition que nous respections la déontologie et les canons de l'écriture journalistique et que nous respections les règles d'écriture journalistique et toutes les règles qui concourent à la rédaction des reportages, des papiers, bref, qui cadrent le journalisme. C'est tout. Il n'y a aucune peur à ça. Il n'y a aucune peur. Donc vous allez vous lancer comme il se doit. Oui, j'ai fait mon travail normalement, comme je l'ai toujours fait. Je fais mon travail normalement. Comme je vous ai dit, il faut toujours essayer d'équilibrer l'information. Il ne faut pas. Le journaliste n'est pas celui-là qui prend parti. Je suis neutre. Je ne suis pas pour le Congo, je ne suis pas contre le Congo, je suis au milieu des deux. Très bien. Il faut que je puisse concilier les deux. Et c'est ça mon rôle. Alors, dis-moi un peu. Depuis un certain temps, vous suivez au moins le sport congolais, non? Oui, naturellement. Et quel constat faites-vous du sport congolais? Bon, il a beaucoup de problèmes. Le basketball a des problèmes. D'ailleurs, il est suspendu par la FIBA depuis 2015, depuis 2017. Le tennis a des problèmes, le cyclisme a des problèmes. Il y a deux présidents qui se revendiquent. J'ai même appris qu'il y a un des présidents qui ne veut pas laisser la présidence. Le judo. Le judo.
a des problèmes, le football a des problèmes, des procès en cascade. D'ailleurs, le Congo était au moins menacé de ne pas participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde parce qu'on n'a pas payé les frais de Sébastien Migné, mais qui apparemment vont être réglés. Donc, il y a des choses à arranger. Donc, je crois que c'est un football qui mérite une attention particulière, qui a été quand même, dans le passé, la vitrine de l'Afrique pour la Coupe des Tropiques, même ça remonte à 1965. Je suis d'ailleurs ce matin chez Bemba Tostao, je ne l'ai pas rencontré parce qu'il est en tournée. Je suis parti, c'est-à-dire vous voyez ces légendes-là, les Jean-Jean Domba de Jomette, je ne parle même pas de le premier entraîneur, quand le Congo remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 1972 au Cameroun avec un entraîneur local. C'était Bibanzoulou, l'entraîneur du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Il est décédé au Gabon, il a été enterré. Donc vous voyez, ce genre de choses, c'est important. Ça montre que le sport congolais est un sport, il faut juste le reconnaître. Je suis allé visiter un centre de formation au nord du Congo. Ça s'appelle le centre de Ngania. De Kanya. À 400 km poussière de Ngania, du général Paul-Victor Moigny. Voilà ce type d'exemple qu'il faut ici au Congo. C'est-à-dire que c'est un centre qui est dans une forêt, qui héberge une centaine d'enfants, qui prend en charge des enfants avec le peu de moyens qu'il a, qui essaye de polir les jeunes footballeurs congolais. Parce que ces enfants, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, ce seront l'avenir du Congo. Je crois que ce genre d'initiative anti-construire le football doit être multiplié. Ou même, si elle ne peut pas être multipliée, encourager, c'est-à-dire que ce centre-là, on lui donne plus de moyens pour qu'ils fassent plus d'enfants et on multiplie les formations pour que ça soit la crème de la crème. Un peu ce que le Maroc fait avec le centre Mohamed VI. Par exemple, quand le Congo gagne la CAN en 2016, je crois, en 2016, la CAN, c'est parce qu'il y avait une formation. C'était une initiative personnelle de votre président. Voilà, pour que le gars puisse gagner. Ça veut dire que si on s'y concentre, on peut faire des merveilles. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de relève. Imaginez-vous qu'un seul instant que l'équipe actuelle, et qui est peut-être, je ne sais pas je suis le mal de personne, qui est peut-être 5 jours indisponibles ou 6 jours indisponibles, quelle ossature aura le club? Parce qu'il n'y a pas la relève. Or, la relève commence maintenant. C'est-à-dire qu'on prend les petits-enfants, au bout de 5 ans, 6 ans, ils ont une certaine autorité. Ils peuvent remplacer ces anciens-là. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas la relève n'est pas assurée. C'est-à-dire que j'ai constaté ça en football. En basketball, ils le font déjà aussi, parce qu'il y a une école de basketball que j'ai rencontrée là, au gymnase de Makele, qui est là. Maxime Mantima. Voilà, très bien. Ils font des au volleyball, il y en a également, il y a beaucoup de centres. Voilà, le volleyball aussi, c'est un sport qui est très prisé. D'ailleurs, les volleyeurs sont... J'ai suivi le championnat de volleyball, le handball aussi. Très bien, vraiment. D'ailleurs, on aura un exemple ici lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions dès le mois de septembre, là, du 27 septembre au 7 octobre. On va voir comment les filles de la DGSP, les garçons de Diable Noir vont plutôt c'est Petrosport Orange. Petrosport Orange. Voilà. Alors, dans toute cette marmaille des problèmes qu'a le sport congolais, que conseillerez-vous aux autorités sportives congolaises? Quel est le conseil que vous allez donner pour que ces sports-là reprennent vie, pour que ces sports-là reprennent, que ça puisse encore réécrire les lettres de noblesse en Afrique? Surtout le handball, le football, pourquoi pas le volleyball ou le basketball qui avait, surtout du temps de Maxime Bouchi, où le basket avait pris de l'ampleur. Alors, vous avez c'était un Serge Ibaka. Voilà. Mais quel est ce conseil-là que vous dites à ces autorités sportives? Bon conseil, je n'ai pas la prétention de conseiller les Congolais, non. C'est-à-dire, les autorités savent eux-mêmes ce qu'il y a lieu de faire. Je suis qui pour venir conseiller des experts du football congolais pour dire faire comme ça, faire comme ça. Ils savent ce qu'il y a lieu de faire, ils savent ce qu'il faut faire pour que les choses s'arrangent, ils savent ce qu'il faut faire pour que le Congo ait les résultats. Quand ça se fait, il y a les résultats. Bon, venir, on va dire, il ne faudrait pas que quelqu'un me dise « Ah, il vient nous conseiller les qui ?» Non, vraiment, il y a des très bons experts ici. Moi, je suis qu'un observateur. Je vois ce que les gens font et j'essaie d'accompagner sur le plan international cela. S'il y avait un mot à dire, je vous demande peut-être pas le mot de fin, mais à qui vous allez l'adresser et pourquoi? S'il y avait un mot à dire, à qui vous l'adressez, pourquoi?
aux amis congolais que je suis venu vous accompagner dans tout ce que vous faites, enfin, les responsables sportifs, je suis là pour vous accompagner et redorer l'image comme l'image entre guillemets mauvaise des RFI, mais j'ai dit, ici on aime beaucoup RFI parce que tout le monde parle du bien des RFI, j'ai dit, il faut qu'on parle mal des RFI ici. C'est la radio la plus écoutée, hein, c'est ce que, j'ai pas encore vu les études de sondage, mais c'est une radio très très écoutée ici. Et il ne faudrait pas que les Congolais, les auditeurs congolais pensent que nous sommes un problème pour eux. Non, nous ne sommes pas un problème pour eux. C'est que nous essayons de faire le travail bien. Nous ne voulons pas être téléguidés. Moi, j'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire et comment je dois le faire. Ce n'est pas bien. Parce que j'ai eu souvent des risques avec des autorités dans un pays africain que je ne citerai pas, où un ministre m'a carrément dit vous devez écrire ceci. Je lui ai posé, monsieur, je ne suis pas certain que vous maîtrisez d'ailleurs votre poste de ministre avant de venir critiquer mon travail. Dites-moi d'abord ce que c'est qu'un ministre. Il ne s'est pas sûr. Alors, c'est un pays d'Afrique austral, hein, il y a très longtemps quand c'est arrivé. Donc, c'est pour vous dire, que nous sommes accessibles. Hein. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je n'ai pas de problème. Même quand il faut critiquer, il faut le faire avec subtilité. L'idée, ce n'est pas de se faire des ennemis, c'est de dire à tous les Congolais que RFI est là, je suis là pour vous accompagner. D'ailleurs, je ne suis pas seul, hein, il y a Loïcia Martial. On est là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans ce que vous faites. Même si de temps en temps, vous pensez qu'on vous pique. Non, on ne vous pique pas, ce n'est pas notre objectif. Donc, bref, on est tous africains. Hein. Donc, ce qui est sûr à la verbe africaine, quelque part, on s'aime entre nous. On n'est pas là pour créer la zizanie. Bref, on vous aime les Congolais. On vous aime les Congolais. Ça se dit comment en lingala, on vous aime? Tolingi bino ba Congolais. Tolingi bino ba Congolais. Toi, tu dis Ozawapi. Nalingi bino ba Congolais. Nalingi bino ba Congolais. Nalingi bino ba beauté. Alors, c'est par ces mots de notre confrère Fabien que nous mettons un terme à notre entretien avec, qui ce jour a reçu donc notre éminent confrère. Et s'il plaît à Dieu, nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Au revoir et à la prochaine.